Voilà quelques jours maintenant que j'utilise le XT4 à côté de mon XT3. Je l'ai reçu enfin et je peux vraiment l'utiliser à 100%. Alors, est-ce qu'il correspond à mes attentes? Est-ce qu'il est vraiment une révolution ou simplement une évolution par rapport au XT3? Des premiers éléments de réponse dans cette vidéo juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait et j'expose principalement mon travail sur mon compte Instagram EKS Création. Le lien de mon compte Instagram est juste ici en bas de la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Si vous aimez la photo, si vous aimez le portrait, si vous voulez avoir un échange d'expérience. En tout cas, cette chaîne est faite pour vous. Je suis ravi en tout cas que vous soyez déjà là en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas donc à me suivre, à activer la petite cloche. Et si en plus vous êtes utilisateur Fuji, c'est un bonus puisque moi aussi, et je parle énormément de Fujifilm. Le XT4, je l'utilise enfin. Je vous avais annoncé que j'allais vous en parler, faire un retour d'expérience. C'est arrivé un peu plus tard que prévu dû à l'actualité sanitaire que nous connaissons tous. En fait, un partenaire commercial devait m'envoyer bien avant le confinement, ou en tout cas au tout début du confinement, un XT4 pour que je puisse le tester et vous donner mes sensations et mon ressenti par rapport à cet appareil. Malheureusement, je n'ai pas eu ce prêt puisque le confinement a tout changé et je n'ai pas reçu l'appareil. Et donc, j'ai dû attendre un peu plus longtemps et je me suis dit, de toute façon, il me faut ce boîtier, donc je vais l'acheter. Et je l'ai eu donc un peu plus tard. Il est là. Ça fait déjà quelques jours maintenant que je l'utilise. Pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais mes 4 grandes attentes sur le XT4 par rapport au XT3 que j'utilise quotidiennement. Si vous voulez aller voir cette vidéo, le lien est juste là. Vous pouvez mettre pause dans celle-ci et d'abord regarder l'autre, comme ça vous faites ça dans l'ordre. Et on va voir ici dans cette vidéo les premiers éléments de réponse, en tout cas, est-ce que ce XT4 correspond à mes attentes? Eh bien, on va le voir assez vite, en tout cas, déjà dans cette vidéo. Il n'y aura pas de réponse complète, surtout, bien évidemment, vu que ça fait que quelques jours que je l'utilise. Il y aura un vrai test complet dans 1 ou 2 semaines, vraiment quand il y aura eu plusieurs shootings de passé avec cet appareil, mais il y a déjà certaines fonctions que j'ai pu tester, que j'ai pu utiliser, et puis aussi sur sa physique, vraiment la prise en main. Bon, ça, on se fait vite une idée. Tout ça, on va en parler tout de suite. Et donc, on va commencer à parcourir les 4 points de cette ancienne vidéo où je présentais mes attentes. Est-ce qu'elles sont rencontrées? On va le voir tout de suite. Alors, avant toute chose, il y a évidemment les premières impressions physiques de ce boîtier qui est légèrement plus imposant que le XT3. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a déjà un système de stabilisation dedans, donc évidemment ça prend plus de place dans le boîtier et il y a des batteries plus imposantes puisqu'il a une plus grande autonomie. Ce qui fait qu'on a un boîtier qui est un peu plus grand et ce n'est pas du tout pour me déplaire puisque on va avoir un appareil qui a une meilleure prise en main. D'ailleurs, sur le XT2 et le XT3, j'avais toujours pris la poignée grip où on pouvait rajouter 2 batteries, donc augmenter l'autonomie, ce qui était vraiment nécessaire pour ces 2 boîtiers. Et en plus, j'avais une meilleure prise en main parce que la poignée devenait évidemment plus imposante, que ce soit en mode paysage ou en mode portrait, bien entendu. Ici, j'ai fait le choix de ne pas acheter cette poignée qui est disponible, que vous pouvez vous procurer. Elle existe également, mais elle sera encore plus grosse vu que le boîtier est déjà plus gros de base. Parce que déjà, je l'ai de 1 mieux en main, parce que Fujifilm nous promet une meilleure autonomie avec une batterie, donc j'ai peut-être pas besoin de l'augmenter avec une poignée grip. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc je me suis dit, allez, on va s'alléger, on va prendre l'appareil juste comme ça. De toute manière, si j'ai besoin de cette poignée grip, je l'achèterai par après. Je vous avoue, après quelques jours d'utilisation, là, en tout cas, dans une configuration de shooting portrait, lifestyle ou mode, donc des shootings qui durent 2-3 heures, j'en ai franchement pas besoin. Je me pose quand même la question sur l'utilisation de l'autonomie de cet appareil pour une journée de mariage, par exemple. Bon, évidemment, cette année, avec les conditions sanitaires qu'on connaît, mes mariages ont tous été reportés, donc je n'en aurai pas cet été. Et donc, je ne vais pas pouvoir le tester cette fois-ci, mais j'ai vraiment des doutes, pas sur l'autonomie d'une batterie, ou même sur sa capacité de tenir avec 2 batteries, par exemple, sur un mariage, mais sur la façon de gérer les batteries. Je vais m'expliquer juste après. Et donc, pour m'expliquer, ça me permet d'enchaîner justement avec le contenu de la boîte. Donc, évidemment, on a l'appareil photo qui était dedans, mais on n'a plus de chargeur externe. Donc, effectivement, on va directement parler donc de l'autonomie grâce à ça. On a une batterie qui est plus imposante, beaucoup plus imposante
que celle du X-T3 et Fujifilm nous promet une plus longue autonomie. En gros, j'ai acheté une deuxième batterie, donc j'ai 2 batteries pour l'appareil. En gros, avec 2 batteries, je dois tenir normalement un peu plus longtemps qu'avec mon X-T3 avec 3 batteries montées, donc 2 dans la poignée grip et une dans l'appareil. Je dois tenir un peu plus longtemps avec 2 batteries en tout. Maintenant, le problème, selon moi, c'est que Fujifilm nous a enlevé le chargeur externe. Donc, comme le X-T3, il se charge toujours en USB-C sur le côté. Fujifilm nous fournit le câble pour ça et il nous fournit un adaptateur secteur. En gros, votre X-T4 se charge comme un smartphone. Alors, en soi, ça ne me dérange pas que cette possibilité existe. Je trouvais ça même très bien sur le X-T3. Sachez même qu'elle a été un petit peu améliorée sur le X-T4 parce que si vous avez justement la poignée grip en plus, eh bien, via l'USB-C, ça va charger les 3 batteries d'affilée. Donc ça, c'est pas mal, ce qui n'était pas le cas sur le X-T3. Par contre, ce qui me dérange quand on n'a pas la poignée grip, et c'est mon cas cette fois-ci, c'est que je vais démarrer ma journée avec 2 batteries remplies, d'accord. Quand la première sera vide, je vais enchaîner la deuxième. Mais celle que je viens d'enlever, je n'ai pas la possibilité de la charger avec ce que Fujifilm m'a fourni dans la boîte. Je n'ai pas de chargeur. Mon chargeur, c'est l'appareil et je suis en train de l'utiliser. Ça me dérange parce que j'aime bien toujours avoir une batterie en charge en cas de pépin. Et puis voilà, on est toujours rassurés, nous photographes, d'avoir toujours des batteries chargées en permanence, surtout sur une journée de mariage, une journée de festival, par exemple. Voilà, donc ça, je pourrais le tester l'année prochaine, mais ça me fait un petit peu peur, en tout cas, de ne pas pouvoir charger pendant que je l'utilise. Alors, le chargeur externe existe bien entendu, il coûte 69 €. Je trouve ça un peu pour un appareil haut de gamme, un peu fort de café de nous faire encore payer un chargeur externe supplémentaire. Visiblement c'est un chargeur rapide pour 2 batteries en même temps, hein. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais chargeur, mais bon voilà, on n'a plus de chargeur de batterie dans la boîte, on a un chargeur de smartphone en fait. Donc voilà, une des choses que j'attendais vraiment sur cet appareil, c'était une meilleure autonomie. Par batterie, on l'a, donc on a une seule batterie qui a beaucoup plus longtemps qu'une seule batterie du X-T3, donc on a gagné sur l'autonomie, ça c'est indéniable, je l'ai remarqué tout de suite. Par contre, sur un shooting qui est très long, sur toute une journée, etc., ne pas avoir la possibilité de charger ces batteries non utilisées pendant qu'on utilise l'appareil, ça me dérange. Voilà, j'aurais préféré quand même qu'à ce prix-là, Fujifilm nous fournisse quand même un chargeur en plus. Après avoir parlé de la batterie, de l'autonomie et donc du pseudo-chargeur qui est fourni dans la boîte, ben, avant de continuer un peu plus loin, je vais quand même terminer sur ce que Fujifilm nous fournit dans cette boîte. Donc, et vous avez ce magnifique petit adaptateur USB-C, donc le même port que la charge, vers jack. Pourquoi? Parce que Fujifilm nous a supprimé la prise casque du boîtier. En soi, ça ne me dérange pas. C'est dans un souci de compacité, je suppose, donc d'avoir supprimé un port. Maintenant, voilà, quand on multiplie les accessoires, on multiplie les risques de perte et de casse, et donc devoir le racheter. Par analogie, quand Apple a supprimé son port jack de son iPhone, ça a déjà fait un tollé en plus, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints à l'époque, et bien ils avaient fourni ce type d'adaptateur, et pour connaître beaucoup de gens qui travaillent dans la vente multimédia, je peux vous dire qu'Apple a gagné énormément d'argent sur la revente de ce type d'adaptateur parce que tout le monde le perdait. Et je vous garantis, c'était assez faramineux. Et donc les gens devaient chaque fois le racheter, le perdaient ou ils se croquaient. Et ce que j'ai peur aussi, voilà, avec ce câble, c'est qu'à un moment il se croque. Surtout qu'un accessoire, c'est toujours garanti que 6 mois et pas 2 ans comme la machine. Donc voilà, ça me dérange toujours un peu de multiplier les accessoires comme ça. Ou alors on a vraiment intérêt de fournir quelque chose de très solide de la part du constructeur. Et puis nous, l'utilisateur, on n'a pas intérêt à le perdre. Et ce genre de petites choses, moi je peux vous dire que je suis un spécialiste pour les perdre. Donc voilà, ça m'embête un petit peu. Et donc il vient se mettre sur le côté, et donc on enchaîne évidemment sur la seule petite chose qui me dérange sur la construction de ce boîtier, c'est que ici on a des petites trappes avec des attaches en caoutchouc vers les connexions. Ce pas des trappes qui sont très solides, ça ne fait pas très premium pour quand même l'appareil le plus haut de gamme de chez Fujifilm, en tout cas de la gamme XT. Donc voilà, ça me dérange un tout petit peu. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent que l'appareil est fabriqué en Chine plutôt qu'au Japon, hein. Je vous rappelle que c'est comme ça depuis le XT3 d'ailleurs, simplement parce que Fujifilm rencontre énormément de succès de plus en plus et qu'ils ont besoin d'une puissance de production que seule la Chine peut fournir et pas le Japon. C'est simplement ça, pour garder aussi des prix abordables pour nous tous. Donc ça ne me dérange pas. Je pense qu'on peut sortir quelque chose de très haute qualité des usines chinoises, ça ne me dérange absolument pas. Donc ça n'a pas de lien, mais on voit quand même que ce type de trappe, c'est, je pense, de l'économie d'échelle et ça permet de gagner un petit peu d'argent sur chaque construction de boîtier. Voilà, ça aurait pu être un petit peu premium sur le côté. C'est pas grave, mais bon, évidemment, ça va me servir pour la chaîne YouTube. Là, pour le moment, c'est mon X-T3 qui me filme, et sur les prochaines vidéos, ce sera mon X-T4. Et là, je suis content d'avoir un retour vidéo que je n'avais pas avec le X-T3. Là, évidemment, c'est pour les vlogueurs, on est bien d'accord, pour les vidéastes. Donc moi, ça me sert. Si vous êtes uniquement photographe, je peux comprendre que ce ne soit pas une révolution pour vous. Maintenant, c'est là, et rien ne vous empêche de ne pas l'utiliser comme ça et de l'utiliser de façon classique. Sachez également qu'avoir un écran comme ça permet de le reclipser et de faire un peu quelque chose à la X Pro 3, hein, de ne plus avoir d'écran
l'écran et de travailler vraiment à l'ancienne avec juste le viseur. C'est tout à fait possible. En plus, ça protège bien l'écran et ça économise la batterie. Donc voilà, c'est pas mal. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus des heures sur cet écran, mais je trouve quand même qu'il est pas mal du tout et moi je suis content de l'avoir. La troisième chose, et là c'est un peu vraiment la grande avancée de ce boîtier, c'est évidemment la stabilisation qui fait très très bien son boulot. Alors je ne l'ai pas encore poussé à l'extrême dans cette rangement. J'ai fait quelques tests ici chez moi sur mes chats que vous devez voir passer de temps en temps à l'arrière pendant les vidéos. Voilà, en basse lumière, etc. Il se comporte déjà bien. Je l'ai utilisé avec le 90 mm qui est ma plus longue focale chez Fujifilm. Et je vous avoue qu'il se comporte super bien et en portrait également à main levée sans problème. Je sens vraiment que je peux descendre dans des vitesses. J'ai fait des photos qui étaient très très nettes dans des très basses vitesses. On verra ça dans le test complet, bien évidemment. Là, je ne vais pas avancer de chiffres maintenant parce que c'est vraiment plutôt un ressenti, mais en tout cas, je remarque que je conserve un piqué à main levée vraiment dans des vitesses qui sont très basses. Et donc, ça, c'est génial. Ça m'évite de devoir monter trop haut en ISO et de pouvoir garder vraiment une photo de qualité. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Là, je suis vraiment ravi de l'avoir. On a aussi présenté cette avancée énormément pour les vidéastes, mais je pense que pour les photographes, c'était indispensable aussi. Si on veut continuer à travailler sur de l'APS-C, donc sur un capteur qui avale moins de lumière, hein, de toute manière, on est sûr. On a des optiques de très grande ouverture chez Fujifilm, heureusement, mais alors, aussi pour compenser, on doit pouvoir avoir aussi une stabilisation pour éviter de monter trop vite en ISO, parce que fatalement, un capteur APS-C va devoir monter plus vite en sensibilité ISO à ouverture égale qu'un plat format, ça c'est garanti. Et donc, si on a cette stabilisation qui est vraiment salvatrice, je vous le garantis, on verra ça au test encore une fois, ça permet de garder vraiment des valeurs ISO relativement basses. Donc je suis vraiment content de l'avoir. Et alors la dernière chose, c'est la chose que j'attendais le plus moi, parce que comme vous le savez, je suis fan de Fujifilm à la base. Ce qui m'a attiré chez eux, c'est vraiment leur identité image que les autres n'ont pas, de par leur capteur X-Trans et leur simulation de film. Fujifilm, c'est pas juste des filtres, hein. Fujifilm, ces simulations de film, ça fait partie de leur philosophie, hein. Essayer de reproduire tout le succès de l'argentique de l'époque, c'est vraiment la philosophie de Fujifilm. Et ils en rajoutent à chaque boîtier, ils rajoutent des nouvelles simulations. Il y a parfois des simulations qui sont propres à certains boîtiers qu'on n'a pas sur d'autres aussi. Celui-ci rajoute surtout une simulation à la base vidéo, qui est l'Eterna Bleach Bypass, que j'ai pu utiliser en photo, et dans certaines circonstances, ce qui est magnifique. Ce qui est bien aussi, c'est que les simulations vidéo, vous pouvez les utiliser en photo sans problème, et l'Eterna Bleach Bypass donne vraiment quelque chose, une vraie atmosphère à la photo. Ça aussi, on le verra pendant le test, c'est la simulation de film qui a été rajoutée. Et alors, comme vous le savez, justement, j'enchaîne là-dessus, jusqu'au X-T3, on avait soit la simulation de film qui était appliquée au JPEG, et les JPEG sont d'excellente qualité chez Fujifilm, mais si vous voulez vraiment retoucher votre photo en profondeur, vous avez besoin de passer alors sur un fichier brut, ou en tout cas de plus grands détails, de plus d'informations qu'un JPEG. Et quand on était sur le RAW, c'était plus compliqué selon le logiciel de retouche qu'on utilisait, parce que si par exemple vous êtes comme moi avec la suite Adobe, on n'a pas toutes les simulations de film disponibles dans Lightroom, et puis Lightroom simule une simulation de film Fujifilm, c'est pas exactement la vraie, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Donc quand je mettais mes RAW dans Lightroom et que j'appliquais le Classic Chrome par exemple, moi j'avais pas le même ressenti que mon boîtier qui applique le Classic Chrome et qui me l'exporte en JPEG. Pour plein de choses aussi, hein, l'interprétation du RAW n'est pas extraordinaire sur Lightroom, hein. J'en ai parlé dans mes vidéos sur mon workflow, vous pouvez aussi aller le voir là-bas. C'est pas encore parfait. Je sais que les gens de Capture One ont un meilleur ressenti que moi là-dessus, ça c'est clair. Mais le X-T4, il apporte quelque chose de vraiment bien. C'est ce que j'attendais que je vous expliquiez dans ma vidéo précédente sur le X-T4, c'est que on peut maintenant exporter tous ces fichiers, donc l'exportation RAW, c'est dans le menu, vers soit du JPEG, pas de souci, mais bon, ça mon appareil me le fait d'office puisque je fais RAW puis JPEG, mais on peut l'exporter vers du TIFF, 8 bits ou 16 bits. Si vous l'exportez vers du TIFF 16 bits, on a vraiment un fichier avec énormément d'informations qui se rapproche très fort du RAW et qui va pouvoir vraiment être retraité dans n'importe quel logiciel de retouche. Et le gros avantage, c'est que quand vous faites l'exportation RAW vers du TIFF 16 bits, dans le menu, vous pouvez choisir la simulation de film que vous voulez, donc soit celle que vous avez mis à la base, soit une autre, et vous pouvez mettre tous les petits micro-réglages que vous aviez dans le menu. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur les micro-réglages sur le X-T4, hein, petite parenthèse, ça viendra également, comme je l'ai fait pour le X-T2 et le X-T3, les liens sont là. Mais donc, n'hésitez pas à le faire, parce que vous allez pouvoir retirer une photo vraiment avec énormément d'informations, qui va pouvoir être retouchée, mais qui a cette patte et qui a vraiment cette identité Fujifilm. Donc si par exemple vous aimez comme moi le Classic Chrome pour le portrait, qui est vraiment une simulation de film qui est splendide
splendide pour le portrait, je trouve, et que vous avez fait appliquer vos micro-réglages qui donnent magnifiquement bien en JPEG, eh bien vous pourrez exporter les TIFF avec exactement la même chose, mais pouvoir après retoucher encore les différents défauts de peau, par exemple, des choses comme ça, ou retravailler certains détails via Photoshop ou Lightroom. Et ça, c'est parfait. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Donc je trouve que ce que j'attendais, c'était mon point numéro 1, je pense, dans mes attentes, eh bien, il est pleinement rempli. Pleinement ou à 95% rempli, parce qu'on doit quand même toujours faire le boîtier, le transformer en TIFF 16 bits, et puis simplement, après, le mettre sur son PC. J'aurais aimé pouvoir directement enregistrer mes photos en TIFF, mais bon, ça, voilà, on n'y est pas encore. Mais on est vraiment sur quelque chose qui s'approche de ce que je voulais sans devoir changer de logiciel de traitement d'image. C'est vrai que ce sera peut-être moins prisé par les utilisateurs de Capture One qui ont déjà normalement tous ces simulations de films très bien intégrées, simplement parce qu'il y a clairement une accointance et une amitié entre Phase One, donc ceux qui développent Capture One, et Fujifilm. Quand j'ai ouvert ma boîte de X-T4, j'avais de la promo pour le logiciel Capture One. Hein, donc on voit bien où va la préférence de Fujifilm. Donc je ne pense pas que les gens d'Adobe travaillent moins bien que les gens de Capture One, c'est juste que les gens d'Adobe, ils doivent essayer de comprendre tout seuls et par eux-mêmes comment fonctionne un Fujifilm, et donc c'est plus progressif, et voilà, et donc l'interprétation de Haro est un peu moins bon, mais par contre l'interprétation d'un TIFF, et maintenant qu'ils sont des TIFF, elle est parfaite par Adobe, donc voilà, ça résout pratiquement le problème. Que les gens de Capture One, bah, en fait c'est facile puisque Fujifilm leur a donné les clés, donc c'est assez simple après de pouvoir interpréter Haro de façon parfaite, je trouve. Voilà, mais donc ce TIFF 16 bits avec la simulation et les micro-réglages du boîtier, je trouve ça génial pour les utilisateurs Adobe. Foncez, utilisez cette fonction, c'est vraiment super. Merci donc beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aussi des choses à rajouter, ou si même vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir de débattre avec vous. Donc voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas encore une fois à aller voir mon compte Instagram. Le lien est juste ici en bas de la page. On se retrouve très bientôt pour plusieurs choses. Encore sur des vidéos sur justement gérer son compte Instagram en tant que photographe. Le lien est juste ici au-dessus des anciennes vidéos. Ça arrive. Et puis sur Viltrox, cette marque chinoise qui fait des objectifs autofocus pour Fujifilm, j'ai reçu le 23 mm en direct de Chine là il y a quelques jours. Je suis en train de le tester, d'ailleurs c'est lui qui est en train de me filmer, donc déjà vous pouvez voir ce qu'il donne un peu en vidéo. Mon X-T3 est équipé du Viltrox 23 mm juste là, en train de me filmer. Il y aura un test évidemment photo dessus où je comparerai au 23 mm 1.4 de chez Fujifilm bien entendu, et on verra ce que ce petit chinois a dans le ventre bien entendu. Allez, à bientôt, on se retrouve pour de prochaines vidéos très vite, salut.